C'était un mardi soir humide à Tampa. J'étais assise à la table de la salle à manger chez mon fils Russell. La climatisation bourdonnait, luttant contre la chaleur de la Floride, mais l'air à l'intérieur semblait suffocant. J'ai regardé autour de moi dans la pièce. Je connaissais chaque recoin de cette maison. Je connaissais le coût des moulures couronnées dont Russell était si fier. Je savais à quel point les nouveaux planchers de bois franc avaient grevé le budget l'année dernière. Je savais ces choses parce que c'était moi qui m'assurais que les factures étaient payées, ce que personne à cette table ne savait. Pour eux, j'étais juste Dawn, la discrète, la fiable, l'invisible Dawn. En face de moi était assise Cheryl, la nouvelle femme de mon ex-mari. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture, et elle avait une façon de prendre tout l'air de la pièce. Elle parlait de leur récent voyage en Italie, agitant les mains pour que ses bracelets en or teintent. Tom a juste insisté pour que nous passions à la villa, disait Cheryl en riant légèrement. Je lui ai dit que c'était trop. Mais tu connais ton père, Russell. Il adore gâter les gens qu'il aime. Russell était penché en avant, les yeux grands ouverts, absorbant tout. Il ressemblait de nouveau à un petit garçon, désespéré d'approbation. Ça a l'air incroyable, Cheryl. Papa a toujours été généreux. Il sait vraiment comment vivre. J'ai pris une gorgée de mon thé glacé pour faire passer l'amertume. Tom n'était pas généreux. Tom était imprudent. C'était un homme qui achetait du champagne avec un budget de bière et laissait les autres nettoyer la gueule de bois. Mais j'avais passé 30 ans à nettoyer ces gueules de bois en silence pour que mon fils n'ait pas à voir le désordre de son père. J'ai regardé ma belle-fille, Stacy. Elle poussait ses haricots verts dans son assiette, le regard baissé. Elle savait mieux. Elle savait que les temps étaient durs pour eux. Même si Russell refusait de l'admettre. Vous devriez vraiment venir nous voir à la maison du lac l'été prochain, a continué Cheryl, rayonnante en regardant Russell. Je pense à refaire la suite d'invités. Peut-être quelque chose de moderne. Qu'en penses-tu, Dawn? Tu aimes les choses simples, n'est-ce pas? La pique était subtile, mais elle a atteint sa cible. Elle me traitait de banale. Ennuyeuse, bon marché. Je pense que la simplicité est souvent meilleure, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Moins de soucis. Russell a gloussé, mais ce n'était pas un son agréable. Maman a toujours été prudente. Papa est le visionnaire. C'est pourquoi il en est là où il est. Il a laissé sa phrase en suspens, mais la fin flottait dans l'air, et c'est pourquoi tu en es là où tu es. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. J'avais travaillé dans une société de planification de retraite pendant 25 ans. Je gérais des millions de dollars d'actifs. C'est moi qui avais appris à Russell à tenir un chéquier, une compétence qu'il semblait avoir oubliée dès qu'il voulait impressionner son père. Je n'étais pas prudente parce que j'avais peur. J'étais prudente parce que quelqu'un devait être le filet de sécurité pour cette famille. Eh bien, a dit Cheryl en se servant plus de vin. Il faut une certaine force pour soutenir un homme comme Tom. Il a besoin d'une partenaire qui peut le suivre, quelqu'un qui correspond à son énergie. Tout le monde n'est pas fait pour ce style de vie à haute intensité. Elle m'a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire de quelqu'un qui pensait avoir gagné un concours auquel je ne savais même pas que je participais. Maman a fait de son mieux, a dit Russell. Je me suis figé. Cela sonnait comme une défense, mais son ton était dédaigneux. Il ne me défendait pas. Il s'excusait pour moi. Je veux dire, a continué Russell, regardant Cheryl avec admiration. Papa est difficile à gérer. Il a besoin de quelqu'un de dynamique. Maman, tu as toujours été plus une joueuse de second plan. Tu sais, tu maintiens les lumières allumées, mais Cheryl, elle, est sous les projecteurs. La pièce est devenue silencieuse. Même Stacy a arrêté de bouger sa fourchette. L'horloge du grand-père dans le couloir semblait tic-taquer plus fort. Je maintiens les lumières allumées, ai-je répété lentement. C'est une façon intéressante de le dire, Russell. Il a agité la main, ignorant mon ton. Il buvait le vin que Cheryl avait apporté, ivre de l'illusion du succès de son père. Ne le prends pas personnellement, maman. Je suis juste honnête. Papa a besoin d'une femme qui reflète son statut. Sans vouloir t'offenser, mais tu n'arrives tout simplement pas à la cheville de la nouvelle femme de papa. Les mots sont tombés sur la table comme un poids mort. Tu n'arrives tout simplement pas à la cheville de la nouvelle femme de papa.
Stacy a eu un léger hoquet. Russell. Cheryl n'avait pas l'air embarrassée. Elle a baissé les yeux sur son verre de vin, cachant un sourire narquois. Elle adorait ça. Elle adorait voir l'ancien modèle jeté pour la nouvelle mise à niveau. Mon cœur martelait contre mes côtes. Mon premier instinct a été de crier. Je voulais renverser la table. Je voulais crier, qui penses-tu à payer pour cette table? Qui penses-tu à payer pour le toit au-dessus de ta tête ces 2 dernières années pendant que ton visionnaire de père faisait des chèques sans provision dans 3 comtés? La colère est montée dans ma gorge, chaude et acide. Je voulais sortir mon téléphone, me connecter à l'application de la banque et lui fourrer l'historique des transactions sous le nez. Je voulais lui montrer les virements du trust familial qui maintenait son prêt immobilier à jour chaque mois. Je voulais briser son petit monde sur le champ. Mais ensuite je l'ai regardé. J'ai regardé mon fils, un homme adulte si aveuglé par le clinquant qu'il ne pouvait pas voir l'or. Si je criais maintenant, je serais juste l'ex-femme folle. Je serais la femme amère et jalouse qui fait une scène. Je prouverais ce qu'il disait. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais une joueuse de second plan. Un étrange calme m'a envahi. C'était froid et tranchant. Si j'étais une joueuse de second plan, alors peut-être était-il temps que le second plan disparaisse. Voyons comment la pièce se déroule sans la scène. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon verre. Je l'ai juste fixé. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'il commence à bouger mal à l'aise sur sa chaise. Le sourire narquois a disparu du visage de Cheryl alors que le silence s'étirait, plus long et plus lourd qu'il ne s'y attendait. J'ai laissé le silence faire le travail. J'ai laissé ses propres mots flotter là, vibrant dans l'air. Puis j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui ferme un livre qu'il n'a jamais vraiment aimé lire. Tu as raison, ai-je dit doucement. Ma voix était stable. Tu as absolument raison, Russell. Russell a cligné des yeux, confus. Il s'était préparé à une dispute ou à des larmes. Il ne savait pas quoi faire d'un accord. Eh bien, je ne voulais pas être dur, maman. C'est juste la réalité. Non, j'apprécie l'honnêteté, ai-je dit. J'ai placé ma serviette soigneusement sur la table, alignant les bords avec le set de table. J'ai trop essayé de m'accrocher à un rôle qui ne me convient plus. Si Cheryl est la femme qui correspond au statut de ton père, alors c'est elle qui devrait s'occuper des responsabilités qui vont avec. Cheryl a froncé les sourcils, sentant un changement qu'elle ne comprenait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis levé. J'ai lissé ma jupe. J'ai pris mon sac à main. Je veux dire, ai-je dit, en regardant directement mon fils, que je devrais me retirer et laisser Cheryl s'occuper des choses. C'est juste. Maman, tu n'as pas fini de dîner, a dit Stacy, sa voix tremblante. Elle savait. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait que quelque chose de grave se passait, même si elle n'en comprenait pas les mécanismes. Je n'ai plus faim, ai-je dit. J'ai regardé le poulet rôti, doré et parfait. J'ai regardé les verres de vin. J'ai regardé mon fils, qui fronçait maintenant les sourcils, essayant de déchiffrer s'il avait gagné ou perdu. Il pensait qu'il venait de me remettre à ma place. Il pensait que je battais en retraite, vaincu. Profitez bien du reste de votre soirée, ai-je dit. Et Cheryl, les projecteurs sont à toi. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Mes talons claquaient sur le plancher de bois franc, le plancher que j'avais payé. J'ai ouvert la lourde porte en chêne et je suis sorti dans la nuit humide de la Floride. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement avec un léger déclic. Ce déclic a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. C'était le son d'un coffre-fort de banque qui se ferme. C'était le son d'un filet de sécurité qu'on retire. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une berline raisonnable garée derrière le cabriolet Tapa accent grave-l'œil de Cheryl. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Russell pensait qu'il venait d'établir la hiérarchie. Il pensait qu'il avait élevé son père et sa nouvelle femme tout en me rabaissant. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait réellement fait. Il ne savait pas que la joueuse de second plan était la seule chose qui se tenait entre lui et la ruine financière. Il voulait que la nouvelle femme soit la femme de la maison. Très bien, voyons si elle peut payer la facture. Mon appartement était calme quand je suis rentré. C'est la première chose que j'ai remarquée. Il n'y avait pas de tintement de verre de vin coûteux, pas de rire forcé,
Et personne n'essayait de prouver qu'il était la personne la plus importante de la pièce. Juste le bourdonnement régulier de mon réfrigérateur et la douce lumière jaune du lampadaire qui filtrait à travers les stores. J'ai enlevé mes talons et les ai placés soigneusement près de la porte. Mon appartement n'est pas un palais. C'est un 3 pièces dans un vieil immeuble solide. Il n'a pas de moulure couronnée ni de carrelage italien importé, mais il a quelque chose que la maison de Russell n'a pas. Il est payé. Chaque centimètre carré m'appartient. Il n'y a pas de billet de banque qui plane au-dessus de ma tête. Il n'y a pas de dette qui me tient éveillé à 3 heures du matin. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient stables. Ça m'a surprise. Je pensais que je tremblerais de colère après ce que Russell avait dit. Mais la colère s'était transformée en autre chose. C'était comme de la clarté. C'était comme se réveiller d'un long rêve confus et voir enfin la pièce pour ce qu'elle était réellement. Tu n'arrives tout simplement pas à la cheville de la nouvelle femme de papa. Les mots résonnaient dans la cuisine vide. Il ne faisait plus aussi mal qu'il y a 1 heure. Maintenant, il ressemblait juste à un défi. J'ai pris mon verre d'eau et je suis allé dans la 2e chambre. Je l'appelle mon bureau, bien que ce soit en réalité juste une chambre d'amis avec un lourd bureau en chêne dans le coin. Ce bureau est avec moi depuis 30 ans. Il est couvert de rayures et de marques de tasses de café, mais il est solide. Il a supporté des piles de paperasse, de déclarations de revenus et de calculs budgétaires tard dans la nuit pendant que le reste du monde dormait. Je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, illuminant la pièce d'une lumière bleue froide. J'ai ajusté mes lunettes et j'ai cliqué sur l'icône du navigateur. Mes doigts ont bougé automatiquement, tapant le site web de la banque que j'utilisais depuis des décennies. J'ai travaillé comme planificatrice de retraite senior pendant 25 ans. Mon travail consistait à regarder la réalité en face. Les gens venaient me voir avec des rêves de voilier et de villa. Et je devais être celle qui leur montrait les chiffres. Je devais leur dire ce qui était possible et ce qui était un fantasme. J'étais doué pour ça. J'étais la personne qui s'assurait que les chiffres collaient pour que, une fois la fête terminée, les lumières ne s'éteignent pas. Mon ex-mari, Tom, était le contraire. Tom était un vendeur. Il vendait des rêves. Il vendait l'idée que l'argent était infini et que demain paierait toujours pour aujourd'hui. Quand nous étions mariés, je passais chaque week-end à équilibrer nos comptes, déplaçant de l'argent de l'épargne au compte courant juste pour couvrir les chèques qu'il signait pour des clubs de golf, des dîners et des investissements qui n'allaient nulle part. Il était le héros avec la carte de crédit au restaurant. J'étais la méchante à la table de la cuisine, demandant comment nous allions payer la facture d'électricité. Je me suis connecté à mon compte. Le tableau de bord s'est chargé, montrant mes soldes, courants, épargne, retraite, puis le 4e compte. Il était intitulé « TNR Family Trust ». T pour Tom, R pour Russell. J'ai fixé le chiffre à l'écran. C'était un compte joint que j'avais ouvert il y a 2 ans, à peu près au moment où Russell et Stacy ont acheté leur maison. Russell croit que ce compte est financé par son père. Tom lui avait dit, le torse bombé, j'ai mis en place une distribution de fiducie pour toi, fiston, pour aider avec le prêt immobilier. Considérez ça comme les dividendes de mon dur labeur. Russell avait pleuré. Il avait serré son père dans ses bras et l'avait appelé le plus grand homme qu'il connaissait. Mais Tom n'a pas mis un centime sur ce compte. Tom ne le pouvait pas. Tom était endetté jusqu'au cou avec son nouveau mariage et ses voitures de luxe en leasing. Quand Russell a acheté cette maison, Tom avait paniqué. Il avait promis d'aider, mais il n'avait pas l'argent. Il est venu me voir en suppliant. Il a dit que ça briserait le cœur de Russell de connaître la vérité. Il a dit qu'il avait juste besoin d'un petit prêt relais jusqu'à ce que sa prochaine affaire se conclue. Alors, je suis intervenu. Je ne l'ai pas fait pour Tom. Je l'ai fait pour Russell. Je voulais que mon fils ait sa maison. Je voulais qu'il se sente en sécurité. Et bêtement, je voulais qu'il soit fier de son père. J'ai laissé Tom s'attribuer le mérite. J'ai mis en place le virement automatique de mon épargne personnelle vers le trust familial TNR. Chaque mois, 2800 $. Chaque mois, le 15, l'argent quittait mon compte, allait dans le trust, puis était automatiquement prélevé pour payer le prêt immobilier de Russell. Pendant 2 ans, j'ai payé le toit au-dessus de sa tête. Pendant 2 ans, j'ai payé pour la confortable maison de banlieue où il venait de me dire que j'étais une ratée. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. C'était là.
Une longue liste de virements. 2800 $. 2800 $. 2800 $. Cet argent était mon fonds de vacances. C'était la rénovation de ma cuisine. C'était le voyage en Europe que je n'ai jamais fait. C'était mon silence. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Russell pensait que j'étais une joueuse de second plan. Il pensait que j'étais prudente et ennuyeuse. Il ne comprenait pas que la seule raison pour laquelle sa vie semblait si stable était que je la soutenais de mes deux mains. Il pensait que Cheryl était dynamique parce qu'elle dépensait de l'argent. Il ne réalisait pas que dépenser de l'argent est facile. Le gagner, l'économiser et le donner sans demander de remerciements, voilà la partie difficile. Mais il ne voulait plus d'un partenaire silencieux. Il voulait être sous les projecteurs. Il voulait l'énergie de la nouvelle femme. D'accord, Russell, ai-je murmuré à la pièce vide. Tu veux la nouvelle femme? Tu peux la voir. J'ai déplacé le curseur de la souris sur l'onglet marqué « Virement programmé ». Mon cœur ne battait pas la chamade. Je ne me sentais pas malveillante. Je me sentais comme une enseignante qui réalise enfin que l'élève n'apprendra jamais si je continue à faire ses devoirs à sa place. Si je continuais à payer, je ne l'aidais pas. Je cautionnais le mensonge. Je payais pour le privilège d'être méprisé. J'ai regardé la ligne de l'article « Virement mensuel vers le Trust TNR ». Prochain paiement prévu demain. Demain, c'était le 15. Le prêt immobilier était dû le 17. Si j'arrêtais ça maintenant, la réaction en chaîne serait immédiate. Le compte du trust était vide. Je le maintenais à un solde nul, ne transférant que le montant exact nécessaire juste à temps. Si je n'envoyais pas l'argent demain, le prélèvement automatique pour le prêt immobilier tomberait sur un compte vide. Il serait rejeté. J'ai survolé le bouton « Modifier ». Puis je suis passé à « Annuler ». Une boîte d'avertissement est apparue à l'écran. Des lettres rouges vives me demandant si j'étais sûr. Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette transaction récurrente? J'ai pensé au dîner. J'ai pensé au sourire suffisant de Cheryl. J'ai pensé à Russell me disant de me retirer. Il voulait que je me retire. Très bien, je me retirais si loin qu'il ne me verrait même plus. Je ne faisais pas ça pour le détruire. Je faisais ça pour lui montrer la réalité. La réalité est froide. La réalité ne se soucie pas de la vision de ton père. La réalité coûte 2800 $ par mois. J'ai cliqué sur « Oui ». L'écran s'est rafraîchi. La ligne de l'article avait disparu. Le planning était vide. Virement récurrent annulé. Le texte vert en haut de l'écran le confirmait. C'était fait. Je suis resté assise là un moment, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. Le fardeau que je portais depuis 2 ans, le secret, le poids financier, le travail émotionnel de protéger l'ego de Tom, venait de se soulever de mes épaules. Je me sentais plus légère. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un léger claquement. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant le parking. J'imaginais ce qui se passait chez Russell en ce moment. Il buvait probablement encore du vin. Cheryl racontait probablement une autre histoire sur un hôtel à Paris. Russell riait probablement, se sentant chanceux de faire partie d'une famille si glamour. Il n'avait aucune idée que le moteur qui faisait tourner leur vie venait d'être éteint. J'ai éteint la lumière dans mon bureau. J'étais prête à me coucher. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais dormir profondément. En allant dans ma chambre, j'ai murmuré une dernière chose dans l'obscurité. Voyons quelle femme est Cheryl quand la facture arrivera. 30 jours. C'est le temps qu'il faut pour briser une habitude. Du moins, c'est ce qu'on dit. Pendant 30 jours, je n'ai pas vérifié la bourse. Je n'ai pas regardé le solde bancaire de Russell. Je ne me suis pas inquiété de savoir si les affaires visionnaires de Tom se concluaient réellement ou si elles ne faisaient qu'accroître sa dette. Pendant 30 jours, j'ai simplement vécu. C'était un mardi matin, exactement un mois après ce dîner désastreux. Le soleil de Floride était déjà chaud, mais l'air dans mon jardin semblait frais. J'étais à genoux dans la terre, plantant des œillets d'Inde. J'adore les œillets d'Inde. Ils sont robustes. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'attention. Vous les mettez en terre, vous leur donnez un peu d'eau, et ils fleurissent, vifs et forts, sans rien demander en retour. Ils me rappellent la femme que j'étais avant de laisser ma famille me traiter comme un paillasson.
J'ai essuyé une tache de terre sur ma joue et je me suis rassise sur mes talons. J'ai pris une gorgée de ma limonade. C'était calme. Le seul son était le vent dans les frondes des palmiers et le bourdonnement lointain de la circulation. J'ai regardé ma montre. Il était 9h15. Un petit sourire froid a touché mes lèvres. Je connaissais cette heure. Pendant 2 ans, 9h15 le 17 du mois était un moment sacré. C'était le moment où le système automatisé de la banque traitait les paiements de prêts immobiliers. C'était le moment où l'ordinateur de la banque contacterait le compte du trust familial TNR à la recherche de $2800. Pendant 24 mois, cet ordinateur a trouvé l'argent qu'il attendait, placé par moi, silencieusement et de manière fiable. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui à 9h15, cet ordinateur allait tendre la main et attraper une poignée d'air. Je n'avais pas besoin d'être chez Russell pour savoir exactement ce qui se passait. J'avais élevé ce garçon. Je connaissais sa routine. Je savais qu'il était assis à son îlot de cuisine en ce moment même, buvant probablement un expresso de cette machine chère que Stacy insistait pour avoir. Il serait en train de vérifier son téléphone, de faire défiler ses emails, se sentant bien dans sa peau. Il se sentait probablement comme un homme qui avait tout sous contrôle. Et puis la notification arriverait. Je pouvais presque la voir. Le téléphone vibrerait contre le comptoir en marbre. Une petite bannière glisserait du haut de l'écran. Ce ne serait pas un message amical de « paiement réussi ». Ce serait la notification qu'aucun propriétaire ne veut jamais voir. Paiement échoué. Fonds insuffisant. J'imaginais Russell fronçant les sourcils. Il fixerait l'écran, pensant que c'était une erreur. Il taperait sur l'application, rafraîchirait la page, attendant que le bug se corrige. C'est bizarre, marmonnerait-il. Il supposerait que c'était une erreur de la banque. Après tout, son père était riche. Son père était le grand Tom Welker. Tom ne faisait pas de chèques sans provision. Tom ne manquait pas de paiement. Le trust familial était censé être un puissant fond de la générosité de papa. J'ai pris une autre gorgée de limonade et j'ai regardé un papillon se poser sur la clôture. Je me suis demandé combien de temps il mettrait à appeler Tom. De l'autre côté de la ville, le chaos se déroulait exactement comme je l'avais prédit. Russell ne m'a pas appelé en premier. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, j'étais juste l'ex-femme amère qui avait quitté le dîner. Je n'étais pas l'argent. Tom était l'argent. Alors, il a appelé Tom. J'ai appris plus tard à quoi ressemblait cette conversation. C'était un chef-d'œuvre de confusion et d'incompétence. Russell a appelé son père en panique. Papa, le prêt immobilier n'est pas passé. La banque m'a envoyé une alerte désagréable. Ça dit fonds insuffisant. Maintenant, il faut comprendre Tom. Mon ex-mari est un homme qui croit que s'il ignore un problème assez longtemps, il disparaîtra. Il vit dans un monde de grandes images et de cadres conceptuels. Il ne s'occupe pas des détails. De quoi parles-tu, fiston, aurait dit Tom, probablement depuis le terrain de golf. C'est en prélèvement automatique. L'entreprise s'en occupe. Il a été rejeté, papa. Ça dit solde nul. C'est impossible, aurait fanfaronné Tom. Je vais demander à mes gens de regarder ça. Probablement juste un retard de virement. Tu sais comment sont ces banques. Elles gardent ton argent pour faire des intérêts sur le flottant. Ne t'inquiète pas, mais papa, il me facture des frais de retard et ça fait mauvais genre sur mon crédit. Détends-toi, Russell. C'est un bug. Je vais passer un coup de fil. Mais Tom ne pouvait pas passer de coup de fil car Tom ne savait pas qui appeler. Pendant 2 ans, Tom avait profité des louanges pour avoir payé ce prêt immobilier sans jamais regarder un relevé bancaire. Il croyait vraiment que sa structure d'entreprise était si réussie que l'argent apparaissait comme par magie là où il était nécessaire. Il s'était leurré en pensant que ses vagues promesses de créer un trust s'étaient réellement matérialisées en argent liquide. Il ne savait pas que la structure d'entreprise, c'était moi, assise à une table de cuisine, signant un chèque de mon compte d'épargne. Tom a raccroché, probablement agacé que sa partie de golf ait été interrompue, en supposant que tout s'arrangerait. Il n'avait aucune idée qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'avait aucune idée que le filet de sécurité avait disparu. Russell a dû rester assis là pendant 10 minutes, fixant son téléphone. Le bug ne se corrigeait pas. Le solde était toujours nul. Et pour la première fois, une fine parcelle de doute a dû percer son cœur.
Il a rafraîchi l'écran à nouveau. Rien. Puis la panique s'est installée. La vraie panique. Celle qui fait transpirer les paumes. Il a regardé Stacy. Il a regardé la maison qu'il ne pouvait pas se permettre. Il a réalisé que si son père ne réglait pas ça, il devait trouver près de 3000 $ avant la fin de la journée pour éviter un coup sur son rapport de crédit. Et il ne les avait pas. Il a vérifié ses propres économies, peut-être quelques centaines. Il a vérifié ses cartes de crédit. Plafonné après le voyage en Italie qu'il a fait pour se rapprocher de Cheryl. Il était piégé. Et c'est là qu'il s'est souvenu de moi. J'étais dans le jardin en train d'arracher une mauvaise herbe qui avait osé empiéter sur mes pétunias quand mon téléphone a commencé à vibrer sur la table du patio. Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'ai fini d'arracher la mauvaise herbe, j'ai secoué la terre des racines et je l'ai jetée dans le seau à compost. Ce n'est qu'alors que j'ai essuyé mes mains sur mon tablier et que je me suis approché de la table. L'écran s'allumait. Russell appelle. J'ai fixé le nom. Pendant 30 ans, ce nom sur mon téléphone signifiait « tout laisser tomber ». Si Russell appelait, je répondais. S'il avait besoin d'argent, je le transférais. S'il avait besoin de conseils, je les donnais. S'il avait besoin de réconfort, je le fournissais. J'étais la mère. C'était mon travail. Mais ensuite je me suis souvenu de sa voix au dîner. Tu n'arrives tout simplement pas à la cheville de la nouvelle femme de papa. Si je n'étais pas la moitié de la femme, alors je n'étais certainement pas la femme qui résolvait les urgences financières. Cela ressemblait à un travail pour une femme dynamique. Cela ressemblait à un travail pour Cheryl. Le téléphone continuait de sonner. Il vibrait avec colère contre la table en verre. J'ai tendu la main, mon doigt planant au-dessus du bouton vert. C'était un instinct. C'était l'habitude d'une vie qui essayait de me ramener. Je pouvais répondre. Je pouvais lui dire « Oh, ne t'inquiète pas, chérie. Je vais arranger ça. Je vais transférer l'argent tout de suite. » Je pouvais le sauver à nouveau. Mais si je le sauvais, il n'apprendrait jamais. Si je le sauvais, il retournerait directement à penser que son père était un héros et que j'étais juste le bruit de fond. Il retournerait à me manquer de respect dès que le chèque serait encaissé. J'ai retiré ma main. Je l'ai laissé sonner. La sonnerie s'est arrêtée. L'écran s'est éteint. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Le silence est revenu dans le jardin, plus doux qu'auparavant. 2 minutes plus tard, le téléphone a de nouveau vibré. Puis un message texte a retenti. « Maman, s'il te plaît, décroche. C'est une urgence. Maman, il y a un problème avec le compte du trust. » Papa ne répond pas, « Maman, es-tu là ?» J'ai lu les messages. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, vive et familière, mais je l'ai repoussée. J'ai pris mon arrosoir. Les œillets d'Inde avaient besoin d'eau. Le soleil montait, et si je ne m'occupais pas d'eux maintenant, ils se faneraient. Je suis retourné au parterre de fleurs, laissant le téléphone sur la table. Russell était sur le point d'apprendre une leçon de finance très coûteuse. Il était sur le point d'apprendre que l'argent ne vient pas de la vision. Il ne vient pas du statut. Et il ne vient certainement pas d'un père qui traite sa famille comme un public pour son one-man show. L'argent vient du travail. Il vient du sacrifice. Et quand vous insultez la personne qui signe les chèques cessent d'arriver. J'ai versé l'eau sur les fleurs assoiffées et j'ai fredonné une petite mélodie. C'était cruel, peut-être, mais parfois il faut laisser le château de cartes s'effondrer pour que les gens puissent enfin voir que la fondation manquait depuis le début. Je n'ai pas répondu au téléphone pour le reste de la journée. Je n'étais pas dans la cuisine de Russell cet après-midi-là, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais la disposition de la pièce. Je savais comment le soleil de l'après-midi frappait les comptoirs en quartz que je l'avais aidé à choisir, et je savais exactement à quoi ressemblait le désespoir sur le visage de mon fils. À 16 heures, le silence de ma part était assourdissant. Russell m'avait appelé 5 fois. Il m'avait envoyé 6 textos. Il avait appelé son père une douzaine de fois pour tomber sur la messagerie vocale, car Tom était probablement sur les derniers trous du parcours de golf, perdant de l'argent qu'il n'avait pas sur un pari qu'il ne pouvait pas se permettre. L'échéance du paiement du prêt immobilier était à 17 heures. Après cela, les frais de retard s'appliqueraient et la marque sur son rapport de crédit suivrait peu de temps après. Pour un jeune homme essayant de se faire une réputation dans le monde des affaires,
un paiement de prêt immobilier rejeté est comme une tache sur une chemise blanche. C'est la seule chose que les gens voient. Russell arpentait le sol de la cuisine. Stacy était assise à l'îlot, la tête dans les mains. L'air était lourd de panique. Puis la sonnette a retenti. Russell a probablement sursauté, espérant que c'était moi, espérant que j'étais venu avec un chèque à la main, prête à m'excuser d'être si têtu et à tout arranger comme je le faisais toujours. Mais ce n'était pas moi. C'était Cheryl. Elle est entrée d'un pas léger, sentant le parfum cher et portant un sac de course d'une boutique haut de gamme. Elle s'était arrêtée pour montrer une nouvelle écharpe qu'elle avait achetée, complètement inconsciente du fait que la maison dans laquelle elle se trouvait était financièrement en feu. « Oh, vous avez l'air si sérieux tous les deux, Harry Cheryl, jetant ses clés sur le comptoir. Ne me dites pas que vous travaillez un mardi après-midi. Tom dit toujours que la vie est trop courte pour stresser. » Russell a cessé d'arpenter. Il a regardé Cheryl et à ce moment-là, une idée désespérée s'est formée dans son esprit. Il s'est souvenu de ce qu'il avait dit au dîner. La nouvelle femme de papa est la dynamique. Elle correspond à son statut. Si elle était la femme de statut, elle avait sûrement accès à de l'argent liquide. Tom se vantait toujours de la façon dont Cheryl gérait bien leur style de vie. Sûrement que la modique somme de $3000 était de l'argent de poche pour elle. Russell a essuyé la sueur de son front et a affiché son plus beau sourire. C'était une chose fragile et tremblante. « Salut, Cheryl, a-t-il dit, la voix tendue. En fait, je suis content que tu sois passé. Nous avons un petit problème technique. » Cheryl a fait une pause, tenant l'écharpe en soie. « Technique ? » « Oui, » a dit Russell. « La banque a un bug avec le compte du trust. Papa ne répond pas. Et le prêt immobilier est dû dans 1 heure. C'est ridicule. Vraiment, juste une erreur de la banque. Mais je dois le régler manuellement. » Il a pris une profonde inspiration. « Pourrais-tu m'avancer $3000 ? Juste jusqu'à demain. Je te les virerai dès que papa aura réglé le bug. » Stacy a levé les yeux, pleine d'espoir. Cela semblait être une solution simple. Cheryl l'a fixé. Puis elle a fait quelque chose qui a glacé la pièce. Elle a ri. Ce n'était pas un rire gentil. C'était un rire confus, incrédule. $3000, Russell. Chérie, je n'ai pas $3000 sur mon compte courant. Russell a cligné des yeux. Quoi? Mais toi et papa. Les voyages. La voiture. Cheryl a agité la main d'un air dédaigneux. Tout ça, c'est à crédit, mon chou. Ou via les lignes de crédit de l'entreprise. J'ai une allocation, bien sûr, mais je l'ai dépensée il y a des jours. Pourquoi crois-tu que je suis là? J'allais voir si Tom avait laissé sa carte d'entreprise ici par erreur. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Attends, a dit Russell, le sang quittant son visage. Tu n'as pas accès au compte de la famille. Il n'y a pas de compte de la famille, a dit Cheryl, sa voix devenant vive. Tom s'occupe du gros argent. Je m'occupe juste du calendrier social. Je pensais que c'était toi qui avais le fonds en fiducie. Je me suis dit que la maison était payée en espèces avec la façon dont Tom en parle. Elle a regardé autour d'elle dans la cuisine, ses yeux se plissant. Attends 1 minute. Tu es en train de me dire que vous êtes fauchés? Nous ne sommes pas fauchés, a sèchement répondu Russell, la voix brisée. C'est juste un bug avec le virement. Eh bien, ne compte pas sur moi, a dit Cheryl en attrapant son sac de course. J'ai épousé ton père pour le style de vie, Russell, pas pour renflouer ses enfants adultes. Si le chèque a été rejeté, c'est entre toi et lui. J'ai un rendez-vous chez la manucure. Et sur ce, la femme dynamique, la femme dont je n'étais pas la moitié, a tourné les talons et est partie. Elle n'a pas offert d'aider. Elle n'a pas offert d'appeler Tom. Elle s'est protégée. La porte d'entrée s'est fermée, laissant Russell et Stacy seuls dans les décombres de leurs suppositions. Russell s'est affalé sur le tabouret de bar. La réalité s'imposait. Il n'y avait pas de pot d'or magique. Il n'y avait pas de belle-mère riche venant à la rescousse. Je ne comprends pas, a murmuré Russell. L'argent a été là chaque mois pendant 2 ans. Papa a dit qu'il l'avait mis en place. Ça se fait automatiquement. Stacy s'est levée. Elle s'est approchée de l'ordinateur portable ouvert sur le comptoir. Stacy est discrète, mais elle est observatrice.
Elle m'avait écouté pendant des années, même quand Russell ne le faisait pas. « Russell, dit-elle fermement. Connecte-toi à la banque. » « Je t'ai dit que ça dit fonds insuffisant, a-t-il gémi. Connecte-toi, a-t-elle commandé. Je veux voir l'historique. Russell a tapé son mot de passe avec des doigts tremblants. Le tableau de bord s'est chargé. Le grand zéro rouge les fixait. Va dans les virements, a dit Stacy. Regarde les dépôts entrants de la dernière année. Russell a cliqué sur l'onglet. Une liste de transactions est apparue. Des chiffres verts. 2800 $. 2800 $. 2800 $. Tu vois, a pointé Russell. TNR Family Trust. C'est papa. Clique sur les détails, a dit Stacy. Clique sur le numéro de routage d'où ça vient. Russell a cliqué. La petite boîte d'information s'est agrandie. Habituellement, les gens ne regardent pas cette partie. Tant que l'argent est vert, ils ne se soucient pas d'où il pousse. Mais maintenant, ils devaient regarder. La source des fonds n'était pas Welker Enterprises. Ce n'était pas Thomas Welker Holdings. La banque source était la caisse de crédit locale. Le surnom du compte, visible dans les métadonnées de la transaction, était simple. Des Welker épargne personnelle. Russell a fixé l'écran. Il a cligné des yeux, essayant de faire changer les mots. Des Welker, a-t-il murmuré. Down. C'est ta mère, a dit Stacy doucement. Elle avait l'air d'avoir le souffle coupé. Ça a été ta mère tout ce temps. Non, Russell a secoué la tête, l'air affolé. Papa a dit. Papa a dit qu'il avait mis en place le trust. Ton père a menti, Russell, la voix de Stacy s'est élevée. Ou il a fait une promesse qu'il ne pouvait pas tenir. Et ta mère l'a couvert. Regarde les dates. Elle a pointé l'écran. Chaque mois, le 15, comme une horloge, pendant 24 mois. Puis elle a fait défiler jusqu'en haut, jusqu'au mois en cours. Il n'y avait rien. Pas de virement le 15. Le dîner était il y a 2 jours, a dit Stacy, la voix tremblante. Le 14. Russell est devenu blême. Il avait l'air d'aller vomir. La chronologie s'est effondrée sur lui. Le 14, il s'est assis à sa table, a bu du vin payé par sa mère dans une maison payée par sa mère, et lui a dit qu'elle n'arrivait pas à la cheville de Cheryl. Le 15, l'argent s'est arrêté. Il a regardé son téléphone posé sur le comptoir où il l'avait jeté. Le silence de ma part n'était pas une punition. C'était une démission. J'avais accepté ses conditions. Je m'étais retiré. Elle a tout payé, a murmuré Russell, l'horreur montant dans sa gorge. Elle a payé le prêt immobilier. Elle a probablement aidé pour la compte aussi. Elle a tout fait. Et elle a laissé papa s'en attribuer le mérite. Et tu lui as dit qu'elle n'était rien, a dit Stacy. Elle ne criait pas. Elle énonçait simplement les faits. Tu lui as dit de se retirer. Russell a mis sa tête dans ses mains. L'horloge du micro-ondes indiquait 16h45. Le château de cartes ne s'était pas seulement effondré, il s'était évaporé. Il a alors réalisé que le statut qu'il vénérait était un mirage, et que la joueuse de second plan qu'il avait méprisée était la seule chose qui avait été réelle. Il a de nouveau attrapé son téléphone. Il n'a pas appelé son père cette fois. Il a composé mon numéro, mais il ne l'a pas fait avec arrogance. Il l'a fait avec peur. J'ai vu l'appel arriver. J'étais dans ma cuisine en train de faire du thé. Je l'ai laissé sonner. Il avait besoin de s'asseoir dans ce sentiment. Il avait besoin de comprendre que la femme qui paie le prêt immobilier est la femme qui commande le respect. Et jusqu'à ce qu'il comprenne cela jusqu'à la moelle, aucune somme d'argent ne le sauverait. La messagerie vocale s'est déclenchée. Le soleil a commencé à se coucher sur la maison de Russell. Et pour la première fois, il a réalisé à quel point il fait sombre quand la personne qui tient la lumière s'en va. Le coup à ma porte n'est pas venu avant le lendemain matin. Je m'y attendais. J'avais passé la matinée à nettoyer mon appartement, non pas parce qu'il était sale, mais parce que le nettoyage vous donne le temps de penser. J'ai essuyé les comptoirs, organisé mon courrier et préparé une nouvelle cafetière. J'étais prête. Quand j'ai ouvert la porte, Russell avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Sa chemise était froissée, ses cheveux en désordre et ses yeux cernés de rouge.
Il ne ressemblait pas au jeune cadre confiant qui s'était assis en bout de table 3 soirs auparavant. Il ressemblait à un garçon effrayé qui avait perdu son jouet préféré. Il n'a pas dit bonjour. Il est simplement passé devant moi dans le salon, l'énergie de sa panique remplissant le petit espace. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-il exigé, se retournant pour me faire face. Sa voix tremblait. « As-tu la moindre idée de ce qui s'est passé hier ?» J'ai dû faire une avance de fonds sur une carte de crédit avec 20% d'intérêt juste pour empêcher la banque de signaler mon compte. J'ai été humilié. Maman, humilié. J'ai fermé la porte doucement. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis dirigé vers mon fauteuil, le confortable beige que j'ai depuis 10 ans, et je me suis assise. J'ai fait un geste vers le canapé en face de moi. « Assieds-toi, Russell » ai-je dit. « Je ne veux pas m'asseoir » a-t-il crié en arpentant le tapis. « Je veux savoir pourquoi tu as joué à ce jeu malsain. » Stacy m'a montré les relevés bancaires. C'était toi. Tout ce temps, c'était toi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi m'as-tu laissé penser que c'était papa? Et puis, pourquoi m'as-tu simplement coupé les vivres sans avertissement? Il a cessé d'arpenter et a pointé un doigt vers moi. Tu as fait ça pour me punir. À cause de ce que j'ai dit au dîner. C'est ça, n'est-ce pas? Tu es mesquine. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le mécanisme de défense que j'attendais. La colère est plus facile que la gratitude. Le blâme est plus facile que la honte. Il voulait faire de moi la méchante parce que si j'étais la méchante, il n'avait pas à se sentir mal de la façon dont il m'avait traité. « As-tu fini » ai-je demandé calmement. « Non, je n'ai pas fini » a-t-il sèchement répondu. Nous avons failli perdre la maison. Stacy est anéantie. Sais-tu ce que ça fait de découvrir que toute ta vie financière est un mensonge? Oui, ai-je dit. Je sais ce que ça fait. J'ai vécu avec ton père pendant 30 ans. Cela l'a arrêté. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais l'a refermée. Il s'est affalé sur le canapé, l'air vaincu. Il s'est frotté le visage avec les mains. Pourquoi, maman? A-t-il demandé, sa voix plus basse maintenant. Pourquoi l'as-tu payé secrètement? Pourquoi laisser papa s'en attribuer le mérite? J'ai attrapé un dossier en manille sous la table basse. Je l'avais préparé la nuit dernière. Je l'ai posé sur la table entre nous. Ouvre-le, ai-je dit. Russell a hésité, puis s'est penché en avant et a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. C'était une feuille de calcul, simple, organisée, avec des colonnes et des rangées. C'est un relevé de chaque virement que j'ai fait au trust familial TNR au cours des 24 derniers mois, ai-je expliqué. 2800 $ par mois multiplié par 24 mois. Russell a regardé le total au bas de la page. 67 200 $. Il a fixé le chiffre. 67 000 $. C'est beaucoup d'argent. C'est une voiture de luxe. C'est un acompte. C'est un pécule de retraite. Ton père était censé le payer, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Quand vous avez acheté la maison, il a promis d'aider. Mais quand la première facture est arrivée, il n'avait pas l'argent. Il m'a appelé en panique. Il a dit que s'il te disait la vérité, qu'il était surendetté et à court de liquidité, ça t'anéantirait. Il m'a supplié de couvrir juste pour quelques mois jusqu'à ce que son affaire se conclue. J'ai regardé mon fils. Je ne voulais pas que tu voies ton héros échouer, Russell. Je voulais que tu te sentes en sécurité dans ta maison. Alors, j'ai payé. Et puis le mois suivant est arrivé et il ne l'avait toujours pas. Et le suivant. C'est devenu une habitude. J'ai payé pour ta sécurité avec mon silence. Russell a passé son doigt sur les rangées de chiffres. Il avait l'air malade. Je n'avais aucune idée, a-t-il murmuré. Je pensais. Je pensais qu'il s'en occupait. Je sais que tu le pensais, ai-je dit. Et parce que tu pensais qu'il s'en occupait, tu l'as traité comme un roi. Tu lui as donné le bout de la table. Tu lui as versé le meilleur vin. Tu as écouté ses histoires de vision et de succès avec des étoiles dans les yeux. Je me suis penché légèrement en avant. Et moi, j'étais juste la joueuse de second plan. J'étais la prudente, l'ennuyeuse. Russell a tressailli. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté de payer, Russell,
ai-je continué. Je n'ai pas arrêté parce que j'étais en colère. Je n'ai pas arrêté par mesquinerie. Alors pourquoi, a-t-il demandé, me regardant avec des yeux larmoyants. À cause de ce que tu as dit, ai-je répondu, et je ne parle pas de l'insulte, je parle de la logique. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Il fallait qu'il entende cela clairement. Tu t'es assis à cette table et tu m'as dit que je n'arrivais pas à la cheville de Cheryl. Tu as dit qu'elle correspondait au statut de ton père. Tu as dit qu'elle était dynamique. Je me suis retourné vers lui. Tu as dit que je n'étais pas la moitié de la femme qu'elle est. J'ai supposé que cela signifiait qu'elle était 2 fois plus riche, alors je me suis retiré pour laisser la meilleure femme s'occuper de toi. La pièce est devenue complètement silencieuse. Les mots flottaient là, lourds et indéniables. Russell a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a réalisé le piège qu'il s'était construit. Il avait assimilé la valeur à l'apparat. Il avait assimilé le mérite à l'apparence. Il avait insulté la main qui le nourrissait parce qu'il préférait les bijoux brillants de l'autre main. J'ai pensé, ai-je poursuivi, que si Cheryl est une femme de si haut statut, elle pourrait sûrement gérer un simple paiement de prêt immobilier. Sûrement que la femme qui passe ses vacances en Italie n'a pas besoin de l'aide d'une ennuyeuse planificatrice de retraite. Russell a baissé les yeux sur ses chaussures. Son visage était rouge vif. La honte irradiait de lui par vagues. Elle s'est moquée de moi, a murmuré Russell. Qui? Cheryl, a-t-il dit, la voix brisée. Quand je lui ai demandé de l'aide hier, elle a ri. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'argent. Elle a dit qu'elle avait épousé papa pour le style de vie, pas pour nous renflouer. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr qu'elle l'a fait, car c'est qui elle est. C'est une consommatrice, Russell. Elle consomme de l'attention. Elle consomme de l'argent et elle consomme du crédit, mais elle ne construit rien. Quand la facture arrive, les gens comme Cheryl quittent la table. Je suis retourné à mon fauteuil et je me suis assise. J'ai pris ma tasse de café. Je n'arrive pas à la cheville de cette femme, ai-je dit doucement. Je suis la femme qui a payé tes factures pendant 2 ans sans demander de remerciement. Je suis la femme qui a assuré ton avenir pendant qu'elle le dépensait. Je suis la femme qui a une valeur nette positive et un appartement payé. J'ai pris une gorgée de café. Et maintenant, je suis la femme qui a pris sa retraite de payer ton prêt immobilier. Russell a fermé le dossier. Il a regardé la simple couverture en manille. Il m'a regardé pour la première fois depuis des années. Il ne regardait pas maman, l'ex-femme prudente. Il regardait une femme qu'il ne reconnaissait pas. Une femme d'une immense force qui avait finalement décidé de cesser de le porter. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. C'était la première chose sincère qu'il disait depuis son entrée. « Je sais que tu le hais », ai-je dit. Tu es désolé parce que tu as peur. Tu es désolé parce que le filet de sécurité a disparu et que tu dois réellement trouver comment vivre le style de vie que tu prétendais te permettre. Je me suis levé à nouveau. La conversation était terminée. Je n'allais pas le prendre dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Je n'allais pas arranger ça. Tu devrais rentrer chez ta femme, Russell. Vous avez beaucoup de calculs à faire. Et je te suggère de commencer par regarder la vision de ton père d'un peu plus près. Russell s'est levé lentement. Il avait l'air d'un vieil homme. Il s'est dirigé vers la porte, serrant le dossier, la preuve de l'amour de sa mère et de sa propre cécité. Il a fait une pause sur le seuil. Qu'est-ce que je vais faire? Tu trouveras, ai-je dit. Tu es intelligent. Tu as juste été distrait par le clinquant. Il a hoché la tête, a dégluti difficilement et est sorti. J'ai verrouillé la porte derrière lui. Je suis retourné à mon fauteuil et j'ai regardé l'endroit vide sur la table où se trouvait le dossier. Ça m'a coûté 67 000 $ pour enseigner cette leçon à mon fils. C'était cher, mais le voir enfin comprendre la valeur d'$1 et la valeur de sa mère, c'était inestimable. Je ne voulais pas retourner dans cette maison. La dernière fois que j'avais franchi la porte d'entrée de Russell, je laissais derrière moi une assiette de poulet rôti et une vie à être tenue pour acquise. Mais Russell m'avait de nouveau appelé. Cette fois, il ne semblait ni en colère ni effrayé. Il semblait épuisé. Il a dit, « Papa est là. Il veut une réunion de famille. Il dit qu'il va arranger tout ce bazar. » J'ai failli rire. Arranger les choses, c'était le code de Tom pour intimider les gens jusqu'à ce qu'ils soient d'accord avec lui.
C'était son code pour réécrire l'histoire jusqu'à ce qu'il ait l'air du héros et que tout le monde ait l'air du problème. Je suis passé un jeudi soir. Quand je suis entré dans le salon, l'atmosphère était si épaisse qu'on pouvait s'y étouffer. Russell et Stacy étaient assis sur le canapé 2 places, ressemblant à 2 enfants attendant devant le bureau du directeur. Cheryl était là aussi, faisant défiler son téléphone dans un coin, l'air ennuyé. Et il y avait Tom. Mon ex-mari se tenait près de la cheminée, tenant un verre de scotch. Il avait exactement la même apparence que lorsque nous étions mariés, bronzé, confiant et complètement déconnecté de la réalité. Il portait un polo que je savais coûter $200. Et il avait ce regard sur son visage, le regard qui disait « Je suis le capitaine, et vous avez tous de la chance d'être sur mon navire. » Down, dit-il, sans me saluer. Il a pris une gorgée de sa boisson et a secoué la tête, me regardant avec une déception théâtrale. Je dois dire que je suis choqué. Je ne pensais pas que tu avais une once de cruauté en toi. Mais couper les vivres à ton propre fils, mettre sa maison en péril, juste pour prouver quelque chose, c'est bas, même pour toi. J'ai fermé la porte et je suis resté sur mes positions. Je ne me suis pas assise. Je ne voulais pas être à l'aise. Bonjour, Tom, ai-je dit. Je vois que tu bois le bon scotch. Qui a payé cette bouteille? Russell? Les yeux de Tom se sont rétrécis. Ne dévie pas, Down. Nous sommes ici pour discuter de ton comportement erratique. Russell me dit que tu as saboté le compte en fiducie. Tu lui as tiré le tapis sous les pieds. Il n'y a pas de compte en fiducie, Tom, ai-je dit clairement. Il n'y en a jamais eu. Il y avait juste mon compte d'épargne et ton ego. C'est une technicité, a tonné Tom. Il adorait crier pour couvrir le fait qu'il mentait. J'ai mis en place l'arrangement. J'ai facilité l'achat de cette maison. J'ai dit à Russell que je m'en occuperais et je t'ai délégué l'exécution. C'est comme ça qu'un partenariat fonctionne. Le visionnaire fixe le cap, l'opérateur gère les détails. Tu étais l'opérateur et tu as manqué à ton devoir. J'ai regardé Russell. Il observait son père, les yeux grands ouverts. Pendant des années, Russell avait cru à cela. Il croyait que la vision de Tom était la monnaie du royaume. Je n'ai pas manqué, ai-je dit, en gardant ma voix basse et stable. J'ai démissionné. Il y a une différence. On ne démissionne pas d'être une mère, a crié Tom en se rapprochant. Tu ne laisses pas ton enfant en plan parce que tes sentiments ont été blessés lors d'un dîner. Femme égoïste. Tu as toujours eu l'esprit étroit, Down. Tu t'inquiètes pour des centimes pendant que j'essaie de construire un héritage pour ce garçon. Le mot « égoïste » flottait dans l'air. C'était le déclencheur. Pendant 30 ans, chaque fois que je lui demandais de ne pas acheter une nouvelle voiture que nous ne pouvions pas nous permettre, j'étais égoïste. Chaque fois que je lui demandais de mettre de l'argent de côté pour les impôts au lieu de vacances, j'avais l'esprit étroit. Chaque fois que je nous sauvais de la ruine, j'étais la méchante parce que je le forçais à regarder les chiffres. J'ai senti un feu s'allumer dans ma poitrine. Mais ce n'était pas le feu sauvage et incontrôlé de la colère. C'était le feu contrôlé de la vérité. Parlons de ton héritage, Tom, ai-je dit. J'ai marché au centre de la pièce. J'ai regardé Russell, puis Stacy, puis enfin Tom. Tu m'appelles l'opérateur, ai-je dit. Très bien. J'accepte ce titre. Parce que dans cette famille, je n'étais pas seulement l'ex-femme. J'étais la PDG de votre survie. Ne sois pas dramatique, a ricané Tom. Je ne suis pas dramatique. Je suis précise, ai-je dit. Russell, te souviens-tu quand tu avais 10 ans et que papa a acheté ce bateau, le Sea King? Il t'a dit qu'il avait eu un excellent trimestre au travail. Russell a hoché la tête lentement. Oui, nous allions à la pêche tous les week-ends. Il n'a pas eu un excellent trimestre, ai-je dit. Il venait d'être licencié. Il a acheté ce bateau avec l'indemnité de licenciement qui était censée nous faire tenir 6 mois. J'ai dû retourner travailler à plein temps et prendre des gardes de nuit pour faire des déclarations de revenus juste pour mettre de la nourriture sur la table pendant qu'il jouait au capitaine les week-ends. Le visage de Tom est devenu rouge. C'était un investissement. Nous avons vendu ce bateau avec un profit. Nous avons vendu ce bateau parce que le fisc a mis une saisie dessus, Tom, ai-je rétorqué. Et c'est moi qui ai négocié le plan de paiement pour que tu n'ailles pas en prison pour évasion fiscale. La pièce est devenue silencieuse.
Cheryl a levé les yeux de son téléphone. Elle ne connaissait pas cette partie de l'histoire. Et quand tu es allé à l'université, Russell, ai-je continué en me tournant vers mon fils. Papa t'a dit qu'il avait vendu des actions pour payer tes frais de scolarité. Tu te souviens? Il a fait un grand discours à ce sujet à ta fête de remise des diplômes. Oui, a murmuré Russell. Il n'avait pas d'actions, ai-je dit. Il a joué et perdu son portefeuille à la fin des années 90. J'ai payé tes frais de scolarité. J'ai encaissé mon héritage de ma grand-mère. L'argent qu'elle m'avait laissé pour voyager dans le monde. J'ai utilisé chaque centime pour m'assurer que tu obtiennes ton diplôme sans dette. Et je l'ai laissé faire le discours. Je me suis assise au fond et j'ai applaudi pendant qu'il saluait. Russell a regardé son père. Papa, est-ce que c'est vrai? Tom a bafouillé. Elle déforme les choses. L'argent est fongible, Russell. Tout vient du même pot. Non, Tom, ai-je dit, ma voix coupant son vacarme. Ça ne vient pas du même pot. Ça venait de mon pot, parce que ton pot a un trou au fond. Je me suis retourné vers Tom. J'en avais fini de le protéger. J'en avais fini de protéger le mythe. Tu es un grand dépensier, Tom. Tu l'as toujours été. Tu es charmant, tu es amusant et tu racontes de belles histoires. Mais tu n'as jamais, pas une seule fois dans ta vie, payé le prix total de l'entrée. Tu laisses les autres payer. Tu m'as laissé payer. J'ai pointé la maison autour de nous. Tu voulais que Russell ait cette maison pour nourrir ton ego. Tu voulais avoir l'air du riche patriarche. Mais quand la facture est arrivée, tu ne l'avais pas. Tu m'as fait payer ta dette pour que tu puisses garder ton statut. Et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'aimais notre fils. J'ai fait un pas de plus vers lui. Il a reculé d'un pas. Le visionnaire rétrécissait. Mais ensuite, ai-je dit, Russell m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je n'arrivais pas à la cheville de ta nouvelle femme. Il m'a dit de me retirer. J'ai regardé Cheryl. Elle me fixait, la bouche légèrement ouverte. Et ça m'a fait réaliser quelque chose, Tom. J'ai réalisé que j'étais fatigué. J'étais fatigué d'être la femme de ménage de ta parade. J'étais fatigué de nettoyer les confettis et le fumier d'éléphant pendant que tu saluais la foule. Alors, j'ai arrêté, ai-je dit simplement. J'ai arrêté de nettoyer. Et regarde ce qui s'est passé. Il a fallu exactement 30 jours pour que tout ton héritage soit rejeté. Tom a regardé autour de la pièce. Il a regardé Cheryl, qui le regardait avec une nouvelle expression, calculatrice. Il a regardé Russell, qui le regardait avec trahison. Il avait perdu son public. Tu es une femme amère, a craché Tom, mais il n'y avait plus de pouvoir dans sa voix. Tu essaies juste de m'humilier. Non, Tom, ai-je dit. Je ne fais qu'équilibrer les comptes. Tu as vécu à crédit financier et crédit émotionnel, pendant 40 ans. Aujourd'hui, la facture est arrivée. Je me suis tourné vers Russell. Il avait l'air dévasté. Le héros qu'il avait vénéré toute sa vie avait disparu, remplacé par un homme tenant un verre de scotch qu'il ne pouvait pas se permettre. Russell, ai-je dit doucement, je n'ai pas fait ça pour te faire du mal. J'ai fait ça parce que tu dois savoir qui est réellement dans ton coin. Un héros n'est pas la personne qui te promet la lune. Un héros est la personne qui paie la facture d'électricité pour que tu puisses voir la lune. J'ai attrapé mon sac à main. L'air dans la pièce avait changé. Il n'était plus lourd. Il était clair, douloureusement clair. Je pars maintenant, ai-je dit. Tom, je suppose que puisque tu es le visionnaire, tu vas signer le chèque pour mettre le prêt immobilier à jour. Ou peut-être que Cheryl peut utiliser son allocation. Cheryl a laissé échapper un rire sec et froid. Aucune chance, Down. Mon argent reste sur mon compte. Tom a regardé sa nouvelle femme, choqué. Cheryl, mais nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires pour le plaisir, Tom, a dit Cheryl en se levant. Je n'ai pas signé pour la dette. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage. Bonne chance, tout le monde, ai-je dit. Je suis sorti vers ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qui se passait dans ce salon. Le mythe était mort. La statue s'était effondrée. Et pour la première fois de ma vie,
je n'allais pas être celle qui la recollerait. 2 jours se sont écoulés après l'explosion chez Russell. 2 jours de silence radio absolu. Je n'ai pas appelé pour prendre de leurs nouvelles. Je n'ai pas envoyé de texto à Stacy pour savoir s'ils allaient bien. Je suis resté dans ma voie. Je suis allé à l'épicerie. J'ai acheté des fruits frais. J'ai lu un livre sur mon balcon. J'en avais fini de courir après des gens qui ne voulaient pas être attrapés. Quand la sonnette a finalement retenti le samedi après-midi, je savais qui c'était. Ce n'était pas le coup de poing frénétique et en colère d'un fils exigeant des réponses. C'était un coup hésitant et doux, le genre de coup qui demande la permission d'exister. J'ai ouvert la porte. Russell et Stacy étaient là. Ils avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 48 heures. Les épaules de Russell étaient affaissées et l'arrogance qui maintenait habituellement son menton haut avait disparu. Stacy avait l'air fatiguée, mais il y avait autre chose dans ses yeux. Une acuité que je n'avais pas vue auparavant. « Salut, maman », a dit Russell. Sa voix était rauque. « Entrez », ai-je dit. Je ne leur ai pas offert de nourriture. Je ne me suis pas précipité pour faire du café. Je suis allé au salon et je me suis assise dans mon fauteuil. Ils se sont assis sur le canapé, proches l'un de l'autre, se tenant la main comme 2 naufragés sur un radeau. Le silence s'est étiré. Ce n'était pas gênant. C'était nécessaire. Nous avons vu papa hier, a commencé Russell, regardant le sol. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas aider. Il a dit que ses actifs sont illiquides en ce moment. Il m'a fait un sermon sur le fait de se débrouiller seul, puis il est monté dans sa Mercedes en leasing et est parti. Je ne suis pas surprise, ai-je dit. Cheryl a bloqué mon numéro, a ajouté Stacy doucement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'énergie négative dans sa vie. J'ai hoché la tête. Les gens comme eux ne sont là que pour la récolte, Russell. Ils ne restent jamais pour les semailles. Russell a pris une profonde inspiration. Il a serré la main de Stacy si fort que ses jointures sont devenues blanches. Il a levé les yeux vers moi et ses yeux étaient humides. Je suis tellement désolé, maman, pour tout, pour ce que j'ai dit au dîner, pour les 2 dernières années, pour ne pas t'avoir vu. Je sais que tu le hais, ai-je dit doucement, et j'accepte tes excuses. Russell a laissé échapper un souffle, l'air soulagé. Il s'est penché en avant, une étincelle d'espoir revenant dans ses yeux. Merci. Ça signifie tout. Écoute, maman, nous avons regardé les chiffres toute la nuit. C'est un désastre. Si nous ne payons pas la banque d'ici lundi, le processus de pré-saisie commence. Ça ruine tout. Mon crédit, mes perspectives d'emploi, tout. Il a fait une pause, attendant que j'intervienne. Quand je ne l'ai pas fait, il a continué, plus vite cette fois. Alors, j'espérais que maintenant que nous avons mis les choses au clair, nous pourrions peut-être reprendre l'arrangement, juste pour quelques mois, juste jusqu'à ce que j'obtienne une promotion ou que je trouve un travail d'appoint. Je jure que je te rembourserai un jour, mais en ce moment, nous nous noyons. Nous avons juste besoin que le robinet soit rouvert. C'était là, la demande. Il pensait que des excuses étaient une pièce que l'on met dans un distributeur automatique pour obtenir un résultat. Il pensait que dire « je suis désolé » effaçait l'ardoise et restaurait le solde bancaire. Il n'avait toujours pas compris. J'ai regardé mon fils. Je l'aimais plus que ma propre vie. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas le sauver de lui-même. Non, ai-je dit. Le mot flottait dans l'air, simple et lourd. Russell a cligné des yeux. Quoi? La réponse est non, Russell. Je ne reprendrai pas les paiements. Pas pour quelques mois. Pas pour un mois. Mais tu as accepté mes excuses, a-t-il balbutié. Tu as dit que tu me pardonnais. Je te pardonne, ai-je dit. Mais le pardon est émotionnel. L'argent est pratique. Ce sont 2 choses différentes. Maman, s'il te plaît, a-t-il supplié, sa voix montant en désespoir. Nous allons perdre la maison. Nous ne pouvons pas nous permettre le prêt immobilier seul. Il est trop élevé. Alors vous vivez dans la mauvaise maison, ai-je dit. Russell avait l'air comme si je l'avais giflé. Comment peux-tu être si froide? Tu as l'argent. Tu m'as montré le tableau. Tu as des économies. C'est vrai, ai-je dit fermement. Et ces économies sont ma liberté. Elles sont ma sécurité contre un monde qui néglige les femmes de mon âge.
J'ai passé 2 ans à verser cette sécurité dans un trou parce que je voulais que tu te sentes grand. Je voulais que tu te sentes réussi. Mais Russell, tu n'es pas réussi si ta mère paie tes factures. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant le parking. J'ai réalisé quelque chose cette semaine, ai-je dit en me retournant vers eux. L'argent sans respect, c'est juste de la servitude. Quand je paie tes factures pendant que tu me traites comme une joueuse de second plan, je ne suis pas une mère. Je suis une servante. Je suis un paillasson. Et je suis trop vieille et trop fatiguée pour être un paillasson. Je te respecte, a crié Russell. Je le fais. Je le vois maintenant. Tu me respectes parce que tu as besoin de moi, l'ai-je corrigé. Ce n'est pas du respect. C'est de la faim. Tu as faim, alors tu es gentil avec la cuisinière. Le vrai respect, c'est ce que tu donnes à quelqu'un quand il n'a rien à te donner en retour. Russell s'est affalé contre les coussins. Il avait l'air vaincu. Il ressemblait à un enfant à qui l'on venait de dire que le Père Noël ne viendrait pas, alors c'est tout, a-t-il murmuré. Tu vas juste nous laisser nous écraser. Je ne vous laisse pas vous écraser, ai-je dit. Je vous laisse vous tenir debout. Tu as 30 ans, Russell. Tu es un homme. Un homme ne vit pas dans une maison qu'il ne peut pas se permettre pour impressionner un père qui s'en fiche. Un homme fait des choix difficiles. Je l'ai regardé avec une concentration intense. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Perdre cette maison sera la meilleure chose qui te soit jamais arrivée parce que ça brisera le sortilège. Tu cesseras d'essayer d'être le fils de Tom Welker et tu commenceras à être Russell Welker. Russell a mis sa tête dans ses mains. Je ne peux pas le faire. C'est trop. Tu peux, a dit une voix douce. Nous avons tous les deux regardé Stacy. Elle n'avait pas parlé de tout ce temps. Elle avait juste regardé le match de tennis entre moi et Russell. Maintenant, elle s'est redressée. Elle a retiré sa main de celle de Russell et l'a posée sur son genou. Elle a raison, Russell, a dit Stacy. Russell l'a regardé, choqué. De quel côté es-tu? Je suis de notre côté, a dit Stacy fermement. Et ta mère a raison. Nous ne pouvons pas nous permettre cette maison. Nous n'avons jamais pu. Nous vivions un mensonge. Chaque fois que nous passions cette porte d'entrée, je me sentais mal parce que je savais que nous étions à un chèque de paie de la catastrophe. Je ne savais simplement pas que c'était ta mère qui retenait le déluge. Stacy s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient clairs. Il n'y avait pas de colère en eux, seulement une étrange sorte de soulagement. Merci, Dawn, a-t-elle dit. Stacy, a sifflé Russell. Elle nous coupe les vivres. Non, elle nous réveille, a rétorqué Stacy. Russell, regarde-la. Regarde ta mère. Elle nous a portés pendant 2 ans. Elle a porté les mensonges de ton père pendant 30 ans. Ne penses-tu pas qu'elle mérite de poser le fardeau? Russell m'a regardé. M'a vraiment regardé. Il a vu le gris dans mes cheveux. Il a vu les rides autour de mes yeux. Il a vu les vêtements simples que je portais pour qu'il puisse avoir des moulures couronnées. Nous devons vendre la maison, a dit Stacy, sa voix pratique et stable. Nous avons assez de valeur nette pour couvrir les frais de vente. Nous pouvons déménager dans un condo, quelque chose de plus petit, quelque chose que nous pouvons payer avec nos propres emplois. Mais que diront les gens, a murmuré Russell. Que dira papa? Qui se soucie de ce que dit papa, a dit Stacy, sa voix s'élevant. Papa ne paie pas les factures. Dawn a raison. Nous devons cesser de vivre pour un public. Stacy s'est levée. Elle s'est approchée de moi. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, mais elle m'a pris les mains. Nous trouverons une solution, m'a dit Stacy. Nous mettrons la maison en vente lundi. Ce sera dur, mais nous le ferons. J'ai serré ses mains. Je sais que vous le ferez. Tu es plus forte que tu ne le penses, Stacy. Russell est resté assis sur le canapé pendant un long moment. Il a regardé de Stacy à moi. Il a réalisé que la dynamique avait changé. Les femmes dans la pièce ne se disputaient plus son attention. Nous étions alignés. Nous étions les adultes dans la pièce. Il s'est levé lentement. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air humble. Je suppose que nous déménageons, a-t-il dit, la voix basse. Je suppose que oui, ai-je dit. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté.
Il s'est retourné vers moi. On peut toujours venir dîner, a-t-il demandé. Même s'il n'y a pas de chèque. J'ai souri. C'était un vrai sourire cette fois. Idéalement, tu apportes le vin, ai-je dit. Mais oui, tu peux venir dîner. La porte est toujours ouverte. Mais la banque est fermée. Russell a hoché la tête. Il m'a regardé avec une nouvelle expression. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la faim. C'était de l'admiration. D'accord, a-t-il dit. D'accord, maman. Ils sont sortis ensemble. Ils n'avaient pas de chèque dans les mains. Ils avaient un problème énorme à résoudre. Ils avaient une maison à vendre et une vie à réduire. Mais en les regardant marcher vers leur voiture, parlant avec animation l'un à l'autre, planifiant leurs prochains mouvements, j'ai su que j'avais fait la bonne chose. Je n'avais pas seulement sauvé ma retraite. J'avais sauvé mon fils. Je l'avais forcé à devenir un homme. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Le silence dans l'appartement était magnifique. Il n'était pas solitaire. C'était le son de la liberté. Je suis allé à ma cuisine pour me faire une nouvelle tasse de thé. Mon argent était à moi. Ma vie était à moi. Et enfin, mon respect était à moi. 3 mois, c'est une drôle de durée. À l'échelle d'une vie, c'est un clin d'œil. Mais quand vous reconstruisez une relation à partir de 0, 3 mois semblent une éternité. J'étais debout sur mon balcon, tenant un verre de Pinot Grigio. La chaleur humide de la Floride s'était enfin dissipée, laissant place à une soirée fraîche et agréable. La ligne d'horizon de Tampa scintillait au loin. Un amas de lumière blanche et dorée se reflétait dans la baie. De là-haut, le monde avait l'air organisé. Il avait l'air paisible. Ma sonnette a retenti. Il était 18 heures précises. Je suis allé à la porte, ressentant une attente calme. Je ne me préparais pas à une insulte. Je ne vérifiais pas mon compte en banque pour m'assurer que je pouvais couvrir une urgence. J'ouvrais simplement la porte à ma famille. Russell et Stacy étaient là. Mais ils avaient l'air différents d'il y a 3 mois. La panique avait disparu. Le besoin frénétique d'impressionner avait disparu. Russell portait un simple t-shirt et un jean. Stacy tenait une bouteille de vin et une boîte en plastique. « Salut, maman », a dit Russell. Il a souri. Et pour la première fois depuis des années, le sourire a atteint ses yeux. « Salut, chérie », ai-je dit en m'écartant. « Entrez. » Ils sont entrés dans mon appartement. Il semblait plus plein avec eux, mais pas bondé. « Nous avons apporté le dessert », a dit Stacy en montrant la boîte. « J'ai fait cette recette de bar au citron que tu m'as donnée. Ce n'est pas aussi bon que les tiennes, mais j'ai essayé. Je suis sûr que c'est délicieux, ai-je dit. Nous nous sommes assis pour le dîner. J'avais fait un simple rôti, pas de nourriture de traiteur, pas de coupe de steak coûteuse pour frimer, juste de la nourriture réconfortante. Pendant que nous mangions, Russell m'a parlé de leur nouvel endroit. Ils avaient vendu la grande maison en banlieue. Elle s'est vendue rapidement, heureusement, et ils avaient juste assez de valeur nette pour rembourser le prêt et verser un acompte sur une maison de ville de 2 chambres plus près de la ville. C'est petit, a admis Russell en coupant un morceau de pomme de terre. Nous avons dû vendre beaucoup de meubles. La grande table de salle à manger ne rentrait pas, et nous nous sommes débarrassés de l'ensemble de la chambre d'amis. Il a fait une pause, me regardant. Mais le prêt immobilier est la moitié de ce que nous payions. Stacy et moi avons fait le budget hier soir. Il nous reste de l'argent à la fin du mois. De l'argent réel, pas l'argent imaginaire de papa. J'ai hoché la tête, ressentant une vague de fierté. Ça s'appelle la liberté, Russell. C'est agréable, n'est-ce pas? Oui, a-t-il dit. C'est bizarre de ne pas avoir le grand jardin ou l'adresse de prestige. Mais je dors mieux. Je ne me suis pas réveillé en panique depuis que nous avons déménagé. Stacy est intervenue. Et Cheryl nous a appelés hier. J'ai haussé un sourcil. Oh, que voulait la nouvelle Madame Welker? Elle voulait savoir si nous voulions acheter leurs meubles de patio, Harry Stacy. Elle a dit qu'elle redécorait à nouveau. Tu peux y croire? Elle n'a pas demandé comment s'était passé le déménagement. Elle voulait juste nous vendre ses chaises usagées. Russell a secoué la tête. Je lui ai dit non merci. Je lui ai dit que nous économisions pour un canapé que nous pouvions réellement nous permettre. Nous avons tous ri.
C'était un son authentique et chaleureux. Le sortilège était rompu. Russell ne regardait plus son père et Cheryl comme des dieux à adorer. Il les voyait tels qu'ils étaient, des gens qui se noyaient dans leur propre image, désespérés d'un public. Mais le changement le plus important n'était pas une question d'argent. C'était la façon dont il me regardait. Tout au long du dîner, Russell m'a posé des questions. Il m'a demandé des nouvelles de mon club de lecture. Il m'a demandé conseil sur le compte d'épargne qu'ils devraient ouvrir pour leur fonds d'urgence. Il écoutait quand je parlais. Il ne m'interrompait pas pour parler de la vision de son père. Il ne regardait pas son téléphone. Il me regardait avec respect. Pas parce que je signais un chèque, mais parce que j'avais eu raison. Tu sais, maman, a dit Russell alors que nous débarrassions les assiettes, j'étais si en colère contre toi quand tu nous as coupé les vivres. Je pensais que tu essayais de me ruiner. Je sais, ai-je dit en empilant la vaisselle. Mais tu ne m'as pas ruiné, a-t-il dit doucement. Tu m'as sauvé. Si tu n'avais pas arrêté de payer, j'aurais entraîné Stacy dans ma chute. Nous aurions tout perdu un jour ou l'autre. Tu nous as forcés à grandir. Il s'est approché et m'a serré dans ses bras. C'était une étreinte solide, forte. Merci. De rien, ai-je murmuré. Ils sont restés 1 heure de plus, mangeant les barres au citron, qui étaient en fait assez bonnes, et parlant de l'avenir. Quand ils sont finalement partis, l'appartement ne semblait pas vide. Il semblait apaisé. Je suis retourné sur le balcon et j'ai fini mon vin. J'ai de nouveau regardé les lumières de la ville. Pendant si longtemps, je m'étais défini par ceux que je soutenais. J'étais la femme de Tom. J'étais la mère de Russell. J'étais le filet de sécurité. J'étais le partenaire silencieux. Je les avais laissés me convaincre que parce que j'étais discrète, j'étais petite. Je les avais laissés me convaincre que parce que je n'étais pas tapa accent grave-l'œil, je n'étais pas assez. Mais debout là, dans l'air frais de la nuit, je connaissais la vérité. Je n'étais pas la joueuse de second plan. J'étais la fondation. Et quand la fondation bouge, toute la maison tremble. J'avais prouvé que j'avais la force de les soutenir et la force de les laisser partir. J'ai pris une dernière gorgée de vin, savourant le goût. Je n'avais pas besoin d'une grande maison. Je n'avais pas besoin d'un mari visionnaire, et je n'avais certainement pas besoin de rivaliser avec une femme comme Cheryl. J'ai souri à la ligne d'horizon. J'ai finalement réalisé que je n'avais pas besoin d'être la moitié de quoi que ce soit. Je suis entière, toute seule. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires.